Le renouveau est en marche. Rien ne vous résistera, rien ne nous résistera. Nous gagnerons l'UMP en novembre prochain. Je vous en fais le serment. Il est grand temps d'en finir avec cette gauche qui abîme la France. Il est grand temps d'en finir avec François Hollande qui abîme la France. François Hollande nous avait promis, la main sur le cœur, moi, président de la République, j'inverserai la courbe du chômage. Nous avons aujourd'hui plus de 5 millions de chômeurs et des milliers de jeunes qui quittent la France parce qu'ils ne voient plus leur avenir dans notre pays. François Hollande nous avait promis, je ferai passer le déficit public sous la barre des 3% en 2014. Et voilà Michel Sapin qui arrive, lunettes bleues, chaussettes roses, pour nous expliquer que jamais nous n'atteindrons les 4% en 2015. Et Arnaud Montebourg de l'autre côté qui dit non à la réduction des déficits, bel exemple de solidarité gouvernementale. François Hollande nous avait dit, la croissance, elle est de retour. Elle est à 0%. François Hollande nous avait promis, je relancerai la production. Plus de 60 000 entreprises, en particulier des petites entreprises, en particulier des artisans, en particulier des commerçants modestes, ont mis la clé sous la porte par la faute de la politique de M. Hollande. François Hollande nous avait promis, je baisserai les impôts. Y a-t-il une personne dans cette salle dont les impôts aient baissé en 2014 ? Cela voudrait dire sinon que vous avez passé de très longues vacances et que vous avez oublié d'ouvrir votre courrier de rentrée. Les impôts ont augmenté pour les familles avec le quotient familial. Les impôts ont augmenté pour les retraités, pour les salariés modestes, avec la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires. Ne vous étonnez pas, Monsieur Hollande, que nos compatriotes soient en colère. La Ve République est rabaissée par François Hollande. La Ve République est humiliée. Vous nous avez dit, Monsieur Hollande, je veux une République exemplaire. Vous avez laissé votre ministre du Budget, Monsieur Cahuzac, le braconnier garde-chasse, abîmer notre démocratie. Vous acceptez que soit mis sur écoute un ancien président de la République. Vous tolérez les mensonges de votre garde des Sceaux, Madame Taubira, si c'est cela votre République exemplaire. Les affrontements communautaires ont atteint une violence sans précédent à Sarcelles, à Barbès et dans le centre de Paris. Pensez-vous vraiment, Monsieur le Président de la République, que ressortir à ce moment la proposition de droit de vote des étrangers aux élections locales soit de nature à apaiser ces affrontements? Non, vous ne faites, Monsieur le Président de la République, avec cette proposition, que le jeu du communautarisme, vous nous faites que le jeu du Front National. Dans ma République, Monsieur Hollande, quand on est citoyen français, on a le droit de vote, mais on ne donne pas le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Vous avez dit, je veux porter haut la voix de la France. En réalité, cette voix, vous la rabaissez. Elle ne porte plus notre voix. Parce que vous quémandez auprès de Mme Merkel un changement de cap européen comme on fait la Manche. Elle ne porte plus notre voix, parce que votre politique, Monsieur Hollande, est un désastre. Elle ne porte plus notre voix, Monsieur Hollande, parce que vous, Monsieur Hollande, vous vous accrochez à un modèle du passé. Ainsi va la France de Monsieur Hollande. De pacte de compétitivité en pacte de responsabilité. De choc de simplification
en comité d'évaluation, de conférences sociales en boîte à outils, de négociations en discussion, de colloques en assises, sans jamais une seule des décisions qu'attendent les Français. Voilà à quoi vous avez réduit, Monsieur Hollande, la République. Nous devons être droits. Il est occupé de lui. Nous, à l'UMP, nous ne devons être occupés que des Français et de l'avenir de la France. Où sera l'espoir, sinon, pour les Français? Au Front National? J'en vois dans ma circonscription de l'Eure des milliers de Français qui en ont assez de subir depuis 30 ans la même politique, avec son cortège de chômage, de dettes, de déficit, qui en ont assez de la remise en cause perpétuelle des principes républicains et des us et coutumes de notre nation, la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté d'expression, qui en ont assez de voir qu'en France, on peut vivre mieux des aides sociales que de son travail, qui ne tolèrent pas des hommes et des femmes, qui ne tolèrent pas qu'on puisse bafouer les symboles de la République, siffler la Marseillaise, remplacer le drapeau français par des drapeaux étrangers, refuser l'enseignement de notre histoire, qui a ses heures sombres, mais aussi ses heures de gloire, qui constate cette incapacité des élites politiques et économiques à se remettre en cause depuis 30 ans. Vous voulez que je vous dise, ces Français, ces hommes et ces femmes, je les comprends. Je veux leur dire aussi, Marine Le Pen ne soignera pas le mal. Marine Le Pen rajoutera la misère à la misère, les déchirements au déchirement. Elle critique le système, elle en est le pur produit. Qui profite depuis des années de la générosité du Parlement européen? Le père Le Pen, la fille Le Pen, le gendre Le Pen. La famille Le Pen, c'est la famille Thénardier du Parlement européen. Voilà la réalité. Elle veut améliorer votre vie quotidienne. Elle propose le retour aux francs qui vous appauvrira tous les ménages endettés, toutes les familles de France. Elle se pose en gardienne de la ruralité. Je dis ici à tous les paysans qui me tiennent à cœur et qui sont présents dans cette salle. Elle aura belle figure, l'agriculture française, quand Madame Le Pen se sera retirée de l'Union européenne et aura supprimé toutes les aides de la politique agricole commune pour laquelle je me suis tant battu. Elle veut plus de justice sociale. Elle veut plus de justice sociale, mais la réalité, c'est qu'elle propose une augmentation de toutes les aides sociales, un assistanat généralisé qui ferait rougir la gauche de la gauche. Le FN a beau être du socialisme en bleu, blanc, rouge, c'est toujours le même socialisme. Marine Le Pen est à droite de la droite sur les questions de sécurité, à gauche de la gauche sur les questions économiques. Dans le fond, elle n'est nulle part. Le Front National, c'est le parti du renoncement. Le Front National, c'est le parti de la capitulation nationale. Marine Le Pen ose se réclamer du général de Gaulle. Puis-je lui rappeler, si jamais elle m'entend depuis la Trinité-sur-Mer, qui n'est pas très loin d'ici, que son parti a été fondé sur la haine du général de Gaulle, la haine du gaullisme, la haine de la grandeur de la France. Puis-je rappeler à Marine Le Pen que les fondateurs de son parti sont les héritiers de ceux qui un jour ont voulu tirer sur le général de Gaulle? Comment nous, militants UMP, nous pouvons redevenir forts? Comment nous, militants UMP, nous pouvons redevenir crédibles et porter un espoir pour tous nos compatriotes qui se détournent de la politique? Je suis candidat à la présidence de l'UMP pour porter cet espoir. Je suis candidat depuis le 11 juin dernier. Je trace ma route. Je ne me préoccupe pas des alliances, des combinaisons politiciennes. Je ne passe pas 1001 coups de téléphone aux uns et aux autres pour savoir ce que je dois décider et ce que je dois faire. Je ne veux pas suivre,
Je veux emporter, je veux convaincre et je veux gagner avec vous. Ma candidature est celle de tous les militants qui veulent tourner la page du passé une bonne fois pour toutes. Vous êtes scandalisés par les révélations sur les affaires financières du parti. Moi aussi. Vous êtes pour du sang neuf, pour des pratiques politiques différentes, pour une politique digne. Moi aussi. Assez avec la guerre des chefs. Je serai le président du rassemblement de tous à l'UMP. Assez avec les haines internes et avec les divisions. Je refuse les clans, les chapelles, les alliances de circonstances, les coups tordus et les petites phrases assassines qui ne font qu'assassiner notre propre famille politique, nos propres convictions et nos propres idées. Je suis candidat. Je suis candidat par envie, pas par devoir. Je suis candidat par enthousiasme, pas au nom de je ne sais quelle obligation. Je suis candidat pour vous emmener vers de nouvelles victoires, après la magnifique victoire des élections municipales, qui est votre victoire à tous. Nous ne gagnerons en 2017 que si nous sommes capables de remporter le Sénat, de gagner les élections cantonales, de gagner les élections régionales et de continuer à reprendre du terrain sur le plan local. Voilà ma stratégie, victoire après victoire, jusqu'à la victoire finale de 2017 pour notre famille politique. Je suis candidat pour construire, pour innover. Je suis candidat pour bousculer cet ordre établi de la droite qui ne change pas depuis 3 décennies. Toujours les mêmes visages, toujours les mêmes noms, toujours les mêmes parcours politiques. Eh bien moi je vais inventer avec vous une autre voie pour la droite qui a un nom, la voie du renouveau. Nous avons reculé et nous avons eu tort de ne pas vous écouter, vous, les militants. Je vous écoute et je vous respecte, car c'est ma conception du bon fonctionnement d'un parti. Les militants, on les écoute, les militants, on les respecte. Ensemble, nous répondrons aussi au désir de tous nos compatriotes de participer davantage aux choix politiques. Les choix les plus importants de notre famille politique ne doivent pas appartenir à quelques-uns, ils doivent appartenir à tous les militants, en particulier pour le choix le plus important, le choix le plus décisif de notre histoire politique, qui est le choix de notre candidat à l'élection présidentielle. Vous avez voté à plus de 90% pour les primaires. Des primaires qui garantissent la sérénité du débat. Des primaires qui garantissent la qualité des débats politiques. Des primaires qui évitent les divisions. Des primaires qui donnent un élan à notre candidate ou à notre candidat. Ces primaires doivent avoir lieu. Si je suis élu président de l'UMP, je me porte garant de la bonne organisation de primaires ouvertes, transparentes, irréprochables à l'automne 2016. C'est l'engagement que je prends devant vous. Alors évidemment qu'un fonctionnement exemplaire de notre parti est nécessaire et que je m'y attellerai dès le premier jour. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas à reconquérir le cœur des Français. Ça ne suffira pas à retisser un lien avec les Français qui a été rompu depuis la défaite de 2012. Il ne suffit pas de critiquer matin, midi et soir François Hollande pour convaincre les Français que nous sommes prêts à l'alternance. Nous devons proposer un projet radicalement neuf. Nous devons inventer ensemble un nouveau modèle pour la France. Nous devons en finir
avec ce fameux vieux modèle français qui ne voit le progrès que dans de nouvelles aides sociales et notre avenir que dans le maintien de tous les citoyens sous la tutelle publique. Nous devons en finir avec ce fameux vieux modèle qui ne produit plus que des injustices. Il est injuste de vivre au mieux des aides sociales plutôt que du fruit de son travail. C'est pourtant le cas dans le fameux modèle français. Il est injuste que les grands délinquants échappent à leur peine quand les petites infractions et les petits délinquants sont punis avec tant de sévérité. Il est injuste que les chômeurs soient si mal accompagnés dans leur recherche d'emploi, quand nous avons le système d'indemnisation du chômage le plus coûteux au monde. Il est injuste que les uns soient toujours plus protégés par les CDI et les autres toujours plus précarisés par le chômage de longue durée et par l'intérim. Et c'est pourtant le produit de notre fameux modèle français. Il est injuste que la formation professionnelle échappe à ceux qui en ont le plus besoin et servent de rente aux syndicats. Et c'est pourtant le cas dans notre fameux modèle français. Il est injuste que des étrangers en situation irrégulière puissent se faire soigner gratuitement quand des millions de familles en France n'arrivent même plus à se soigner correctement. Et c'est pourtant le produit de notre fameux modèle français. Il est injuste que tant d'étudiants vivent si mal, injuste que nos universités soient reléguées dans les grands classements internationaux parce que les responsables politiques n'ont pas eu le courage de faire les adaptations nécessaires. Il est injuste que des enfants qui sortent du primaire ne sachent ni lire, ni écrire, ni compter. Il est injuste qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui soient illettrées en France. Il est injuste que l'on fasse tant pour des petites maladies bénignes et que ne s'occupe pas mieux de toutes ces personnes handicapées qui n'ont pas choisi leur handicap et qui doivent vivre avec. Il est injuste que la jeunesse en France ne rime plus avec espoir, avec succès, avec réussite, avec bonheur, mais que la jeunesse rime en France avec inquiétude et envie de départ. Si c'est ça, notre fameux vieux modèle français, il est temps de le mettre au rencard et d'en inventer avec vous un nouveau. Je vais vous dire, ce fameux vieux modèle français est en échec depuis 30 ans. Ce fameux vieux modèle français, il a trahi notre devise républicaine en confondant liberté et laxisme, égalité et égalitarisme, fraternité et communautarisme. Je veux rétablir la liberté, l'égalité et la fraternité. Je refuse le laxisme, je refuse l'égalitarisme et je refuse le communautarisme. Nous n'allons pas sortir comme ça de notre chapeau, tout prêt, tout fait, prêt à l'emploi, un projet. Ça prendra du temps. Il faut d'abord définir les fondations. Il faut ensuite travailler ensemble, sérieusement. Je me donne 2 ans pour bâtir avec vous ce projet. Ce projet, je veux qu'il commence par notre classe politique. Je veux qu'il commence par notre démocratie, qui est en train de tourner année après année à la monarchie technocratique. C'est trop facile de demander depuis des années aux Français de changer, de s'adapter, d'évoluer. Et les seuls qui ne changent jamais, qui n'évoluent jamais, qui ne portent pas les efforts, ce sont les élus. Je veux que nous commencions les efforts par les élus, par la démocratie, par la classe politique. Le cumul des mandats, il a été supprimé dans les fonctions. Moi, je veux supprimer le cumul des mandats dans le temps. Pas plus de 3 mandats successifs pour les députés, les sénateurs, pour faire de la place aux jeunes qui veulent s'engager en politique. Je veux diviser par 2 le nombre d'élus locaux. Je vous propose de ramener à 400
le nombre de députés et à un sénateur par département le nombre de sénateurs, vous n'aurez pas des lois moins bonnes, vous aurez des lois meilleures. Obligeons les hauts fonctionnaires à démissionner de la fonction publique quand ils se font élire députés ou sénateurs. On disait souvent, boire ou conduire, il faut choisir. Eh bien, administrer ou gouverner, il faut choisir. Ces choix, je me les impose. Ce ne sont pas des discours, ce sont des actes. Je refuse de cumuler mon mandat de député avec un mandat de maire. J'ai démissionné de la fonction publique. J'ai renoncé à un emploi à vie, j'ai renoncé à une retraite confortable, j'ai renoncé à un statut prestigieux au nom de mes convictions et au nom de cette nécessité de faire de la place aux entrepreneurs, aux professions libérales, aux artisans, aux commerçants sur les bancs de l'Assemblée nationale. Notre vie politique a souffert de toutes ces belles paroles qui n'ont jamais été suivies de décisions ou d'actes. J'ai posé ces décisions et je me suis imposé ces actes pour vous garantir la crédibilité de ce que je vous propose. Notre projet devra aussi redonner son autorité à un État qui est affaibli. En France, je refuse que les délinquants soient interpellés un jour, convoqués 3 ou 4 mois plus tard et relâchés à la fin. Je veux que les délinquants soient arrêtés, jugés, immédiatement sanctionnés, immédiatement condamnés et qu'ils fassent la peine à laquelle ils sont condamnés, que cela plaise ou non à Madame Taubira qui voudrait bien relâcher tous les condamnés de France. Les immigrés en situation irrégulière ne doivent plus pouvoir multiplier les recours et les procédures pour éviter leur expulsion. La France accueille ceux qui ont le droit d'être sur son sol. Et c'est parce qu'elle le fait qu'elle a le droit de renvoyer dans leur pays d'origine ceux qui n'ont pas le droit de rester sur le sol français. L'asile, ce droit d'asile qui fait tant honneur à notre République, ce droit d'asile, il doit être exclusivement réservé à ceux qui sont réellement menacés dans leur pays, comme tous ces chrétiens d'Irak que nous accueillons aujourd'hui. Eux sont réellement menacés par l'État islamiste. Eux ont leur place en France. Eux ont leur place dans les bras de la République pour les protéger contre la menace islamiste qui s'est installée en Irak. Mais l'asile ne doit pas être accordé à tous ceux qui ne veulent que profiter de la générosité de la République. Alors au lieu d'inventer sans cesse de nouvelles règles, je vous propose simplement que nous fassions déjà strictement respecter les règles existantes. En France, les enseignants, si nous voulons que l'autorité de l'État soit respectée, les enseignants doivent être respectés et pas agressés dans leur salle de classe. Les infirmières doivent être respectées et pas agressées à l'entrée des services d'urgence, comme nous l'avons encore vu récemment. En France, si nous voulons que l'autorité de l'État soit respectée, le principe de laïcité ne doit souffrir aucune exception, ni dans les cantines, ni dans les crèches, ni dans les sorties scolaires, car le moindre recul sur le principe de laïcité est une démission. La moindre concession sur le principe de laïcité est une compromission avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres. La France du communautarisme, c'est la France des tribus. La France des tribus, je le dis ici à Carnac, elle a perdu face à César. La France de la nation, elle a gagné sur tous les champs de gloire. Je suis du côté de la France, de la nation, contre la France des communautarismes. Rétablir l'autorité de l'État, les armées doivent avoir les moyens de nous protéger contre un monde de plus en plus dangereux.
En France, nous devons ouvrir des places de prison supplémentaires. Nous devons donner aux forces de police et de gendarmerie et à la justice les moyens de nous protéger. Nous devons réduire les délais d'instruction de ces demandes d'asile de 2 ans à 6 mois. Et il me semble que dans la situation actuelle, avec ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Irak, cette menace islamiste qui nous concerne directement, ce n'est pas le moment de baisser la garde et de baisser le budget de la défense, c'est le moment de l'augmenter et de donner à nos armées les moyens de nous défendre. Que nous devons construire un nouvel État. Un État qui soit conforme à sa vocation première, qui est de protéger, de défendre, de juger, d'éduquer, de soigner, et non pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un État qui décide à la place des entrepreneurs, qui contrôle sans cesse, qui entrave, qui complexifie, qui taxe matin, midi et soir, qui taxe toujours plus et qui simplifie toujours moins. Mieux vaut de la liberté pour les entreprises plutôt que des aides publiques. Mieux vaut un État régalien que des investissements hasardeux. Mieux vaut un État fort qui remplit bien un plus petit nombre de fonctions que cet État qui, à force de tout faire, bloque les initiatives individuelles et est en échec. Surtout, nous reconstruirons, ce sera le cœur de notre projet, un État fort dont l'autorité sera respectée en France. Osons aussi ce devant quoi nous avons reculé depuis 30 ans, droite et gauche confondues. Osons la liberté pour tous les entrepreneurs de France. Comment voulez-vous que la France tourne quand les commerçants sont soumis à des charges toujours plus lourdes, à un régime spécial des indépendants toujours plus complexe, quand les apprentis agriculteurs de moins de 18 ans n'ont pas le droit de monter sur un tracteur parce que c'est trop dangereux, ou l'apprenti boulanger n'a pas le droit de s'approcher du pétrin parce que c'est trop dangereux aussi. Comment voulez-vous que ça marche quand les artisans du bâtiment sont soumis à des obligations environnementales toujours plus strictes? Comment voulez-vous que ça marche, que nous retrouvions le sens du progrès et du risque quand, lorsque des faucheurs volontaires détruisent quelques hectares de vignes transgéniques à Colmar, on ne prend pas la défense des scientifiques qui ont travaillé pendant 10 ans sur ces recherches, mais la défense de ces faucheurs volontaires dont la place serait en prison? Comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous que ça marche en France quand les entreprises de plus de 10 ou de 50 salariés sont pénalisées par les seuils sociaux? Comment voulez-vous que ça marche quand les contrats de travail sont tellement verrouillés que le chef d'entreprise ne peut pas évoluer lorsqu'il y a un retournement de conjoncture? Comment voulez-vous que ça marche quand les feuilles de paye sont longues comme une liste de fournitures scolaires? Je les remplis, les listes de fournitures scolaires. J'ai sciemment choisi ma comparaison. Car plus compliqué qu'une liste de fournitures scolaires, il n'y a que les feuilles de paye des PME, des artisans et des commerçants. Je vais vous dire, nous n'avons rien à perdre à oser la liberté. Elle crée des emplois et elle ne coûte rien. Enfin, je veux que dans notre projet, et j'y suis attaché comme enseignant, puisque c'était mon premier métier, je suis attaché à ce que nous fassions de l'éducation le grand combat de la droite pour les 10 ans à venir. L'éducation n'est pas un combat de gauche, l'éducation est un combat de droite. La gauche nous a dit, depuis des années, 80% d'une classe d'âge au bac. Moi je vous dis 100% d'une classe d'âge avec un emploi. La gauche nous a dit, la gauche nous a dit toujours plus de professeurs, 60 000 professeurs supplémentaires, toujours moins bien payés. Nous devons dire
que nous redéfinirons la charge horaire de tous les professeurs et que nous augmenterons leur traitement. Car un pays qui traite mal ses enseignants est un pays qui a fait une croix sur son destin. La gauche nous a dit, tous dans la voie générale, tous à l'université, tous en psychosociologie à Nanterre 3. Eh bien nous devons dire que la voie professionnelle vaut la voie générale et que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Voilà ce que nous devons dire. Et nous sommes de droite. Et nous croyons dans ce projet. Dans l'éducation se joue l'avenir de nos enfants. Dans l'éducation se joue notre volonté de défendre la civilité et d'apprendre la vie en commun. Rien ne mine plus la société française que ces incivilités permanentes, ces petites dégradations du quotidien, cette violence ordinaire que nous connaissons tous. Comment voulez-vous demander à un enseignant d'apprendre à ses élèves l'histoire, la géographie ou le français quand les gamins qui rentrent dans la salle de cours ne savent dire ni bonjour, ni au revoir, ni merci. Dans l'éducation se joue notre capacité à intégrer les immigrés et les enfants des immigrés. Et à tous ceux qui me disent qu'il faut apprendre à ces enfants d'immigrés la langue du pays de leurs parents pour qu'ils puissent retrouver leurs origines. Je leur dis que leurs origines, c'est la France, et que leur langue, c'est le français. Dans l'éducation se joue notre mémoire, et dans notre éducation se joue l'avenir de notre nation. Ce projet, dont je vous ai donné les bases, nous allons y travailler ensemble dans les 2 ans qui viennent, et nous allons le construire avec liberté, avec audace, avec une méthode totalement différente de ce qui a été fait depuis des années et des années. Car les vieilles recettes ne marchent plus. Les grosses ficelles des déclarations spectaculaires ne convainquent plus personne. Nous devons parler moins fort et agir plus vite. Moins de rodomontades, plus de décisions. Moins de coups médiatiques, plus de constance dans notre action politique. Nous ne devons promettre que ce que nous serons capables de tenir et que ce que nous serons capables de faire. Nous devons cesser de dire blanc le matin pour faire noir le soir. Cesser de séduire des électeurs pour les tromper le lendemain. Cesser de faire la politique de nos adversaires quand il y a tant de Français qui ont voté pour nous et qui comptent sur nous. Nous devons dire clairement ce que nous ferons, mais aussi comment nous le ferons. Car le problème du gouvernement de la France est un problème de pratique et un problème de méthode. Moi, je crois au travail en équipe. Je crois au talent de chacun. Je crois à la force des initiatives individuelles et pas à la tutelle permanente de la puissance publique dans laquelle nous vivons depuis 30 ans. Nos débats incessants sur le positionnement du parti, à droite de la droite, au centre, à gauche, au centre de la droite, à la droite du centre, ça ne passionne que nous, mais ça n'intéresse pas les Français. Assez avec ces raisonnements de professionnels de la politique. La seule politique qui vaille, la seule sur laquelle je vous propose de travailler, est celle qui apporte des solutions aux Français, aux difficultés que nos compatriotes connaissent depuis 30 ans et qui répondent à nos valeurs de liberté, de respect et de mérite. Formidable ce projet, formidable cette direction, formidable cette idée de redonner de l'exemplarité au parti, d'accord avec les grandes orientations que nous propose Bruno Le Maire. Mais il faut du caractère.
pour diriger un parti? Eh bien oui, il faut du caractère. Et je vous montrerai que du caractère, je n'en manque pas. Avec vous, vous verrez que la résignation n'est pas dans ma nature. Quand il a fallu se battre contre une intervention militaire en Irak en 2003, je me suis battu. Quand il a fallu se battre pour sauver les crédits européens des Restos du Cœur, je me suis battu. Quand il a fallu se battre pour apporter une aide aux producteurs de lait en plein désespoir, je me suis battu. Je ne lâche jamais, je n'abandonne jamais, je ne me résigne jamais. Vous me direz, il faut du cœur pour diriger un parti. Et je vous répondrai que oui, il faut du cœur. Et mon engagement politique est un engagement de cœur. Un engagement qui a grandi au service des autres. Les diplômes suffisent-ils à prendre de bonnes décisions pour 60 millions de Français? Je l'ai longtemps pensé, je ne le crois plus. Un bureau de directeur de cabinet ou un bureau de ministre vous donne-t-il toute l'autorité nécessaire pour prendre les bonnes décisions? Je l'ai longtemps pensé, je ne le crois plus. Suffit-il de signer un décret ou une loi pour estimer avoir rempli ses obligations et améliorer la vie de nos compatriotes? Je l'ai longtemps pensé, je ne le crois plus. Je crois que rien ne remplace le regard de ceux qui croient encore dans la politique. Je crois que rien ne remplace le regard de ce producteur de lait dont je vous parlais, au bord du désespoir, et qui préférait jeter son lait à la rivière ou l'épandre dans les champs, plutôt que de se le faire payer une misère. Je crois que rien ne remplace les cris de ces éleveurs que j'ai entendus, qui étaient si mal récompensés pour un travail 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Eh bien, ces regards, ces cris, je les porte encore en moi. Ils ont donné un sens à mon engagement et à mes promesses. Et si les agriculteurs m'ont accordé une telle confiance au bout de 3 ans à la tête du ministère de l'Agriculture, c'est pour une raison simple. Ils savent, et vous savez, que mes promesses, je les tiens toujours. Rien ne me rend plus fier. Rien ne me rend plus fier que la confiance de ces éleveurs, la confiance de ces producteurs de lait, la confiance que tous ces paysans de France ont fini par me donner. Elle est le signe de ma sincérité. Elle est le témoignage de ma détermination à tendre la main et à aider tous ceux que la droite a laissé tomber depuis si longtemps. Je sais désormais que la confiance en politique, elle se gagne lentement et elle se perd en un instant. Je sais que la confiance en politique, elle dépend des résultats et pas des belles paroles. Je sais que la confiance en politique, elle dépend de ce que vous faites réellement et pas de vos belles promesses. Je sais que la confiance en politique, elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend de votre vérité intérieure. Voilà ma conception de la politique. Il faut du cœur pour diriger un parti. Il faut aussi de la droiture. De la droiture. Pour mon père, quand on disait oui, c'était oui. Et quand on disait non, c'était non. Pour mon père, on assumait ses convictions. On ne les cachait pas. On ne les dissimulait pas. Pour mon père, un engagement était un pacte. Et on ne revenait jamais sur un engagement ou sur un pacte. Pour mon père, rien ne comptait plus que l'honneur. Mon père, il est mort avec ses valeurs.
Et ces valeurs, il me les a transmises et je les porte au plus profond de moi et je les mets aujourd'hui à votre service. Vous me traiterez d'idéaliste, traitez-moi d'idéaliste, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un homme politique aujourd'hui en France. Je ne prends de revanche sur personne, je ne me bats pas pour un poste ou pour un titre. Je vomis ce relativisme et cette indifférence qui font que tout se vaut et que rien ne mérite rien. Je vomis cette indifférence. Je refuse le pouvoir pour le pouvoir, car le pouvoir sans idéal, c'est un monstre. Le pouvoir sans vision pour la France, c'est un échec. Le pouvoir, il doit être généreux. Il doit donner le meilleur de soi-même. Il doit porter les gens et pas les écraser. Il doit les entraîner, pas les forcer ou les dominer. À tous les jeunes qui sont dans cette salle, je veux leur dire du fond du cœur, défendez votre idéal. Rêvez encore, rêvez toujours, rêvez en couleur. Ne pensez pas votre vie en petit, ne pensez pas votre vie en étroit, rêvez grand et demandez-nous, à nous les responsables politiques, de toucher des doigts votre rêve. Surprenez-vous en allant au bout de votre engagement. Surprenez-vous en allant chercher chaque voix de chaque militant dans chaque canton, de chaque territoire de France. Surprenez les Français en mettant à la tête de l'UMP l'enthousiasme, l'envie, la générosité, le renouveau, le sang neuf que vous incarnez et que je veux incarner à travers vous. Suivez-moi sur un chemin qui est celui de la victoire. Vive la Bretagne, vive la République et vive la France.